Le crépuscule, en ces parages, tombait d'un seul coup, comme si quelqu'un se hâtait de couvrir la terre d'un manteau trop lourd. Le poste, taillé dans la roche et ceinturé de rondins, bourdonnait de sa vie du soir. Des portes claquaient, les chaînes tintaient au piquet d'attache, les gardes s'invectivaient pour du bois, et quelque part dans la cour, une odeur de fumée montait déjà, promettant une soupe aux hommes qui n'étaient pas de garde cette nuit-là. Edis descendait le couloir vers les cellules du bas, et ses pas sonnaient secs et réguliers. Dans sa main, un trousseau de clés, lourd, froid, comme si ce n'était pas du fer, mais une volonté étrangère. De telles clés ne tintent pas gaiement. Elles cognent sourdement, comme une promesse qu'on ne peut plus reprendre. Le chef du poste, Ragnvald, la rattrapa au tournant, quand les torches brûlaient plus haut et que leurs flammes paraissaient trop vivantes contre la pierre humide. Sans même se retourner, comme s'il parlait du temps, il lâcha qu'au matin on remettrait le prisonnier au jarle, que tout était décidé là-bas, que l'exécution serait rapide. Puis il ajouta encore quelque chose à propos de l'assemblée, des marchands et de la nécessité de garder l'oreille ouverte. Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas l'habitude de répondre à ce genre de paroles. On lui avait appris à faire son ouvrage, et l'ouvrage était simple. Vérifier les cordes, vérifier la serrure, apporter de l'eau, noter un nom s'il en était donné un, et ne pas poser de questions inutiles au service. La cellule du bas se trouvait tout au fond, là où l'air sentait la moisissure mouillée et quelque chose de métallique, d'ancien. La porte était renforcée de fer, et le petit Judas grillagé fixait le dehors comme un œil froid. Edis glissa la clé, tourna, poussa. À l'intérieur, l'obscurité était plus dense que dans le couloir. La lueur de la torche n'atteignait pas l'angle du fond, elle ne faisait que trembler sur les murs. Dans cette pénombre, le prisonnier était assis, le dos calé contre la pierre. Sale, les cheveux en broussailles, vêtu d'un habit râpé qu'on aurait eu peine à dire d'ici ou d'ailleurs. Au poignet, des cordes serrées grossièrement, et les marques déjà rougissaient. Il ne bougea pas lorsqu'elle entra, et cette immobilité le faisait paraître moins un homme qu'une chose enfermée. Edis le regardait sans le regarder comme un homme. Non qu'elle fût cruelle, c'était seulement plus facile ainsi. Les détenus passaient, elle restait. Elle appartenait à l'ordre, non à leurs histoires. Elle posa contre le mur un pichet d'argile rempli d'eau, en silence, comme on pose un bol sur une table. Puis elle se retourna pour ressortir. Elle avait déjà saisi la porte quand une voix basse s'éleva. « Merci. » Le mot tomba presque net, sans accent notable, dans sa langue. Ni brutal, ni arraché de force. Elle se retourna. Le prisonnier avait levé la tête. Son visage était maigre, épuisé. L'ombre l'y dessinait plus durement qu'en plein jour. Une traînée de saleté barrait sa joue, comme la marque d'une paume. Mais ses yeux, eux, vivaient. Il la fixait droit, à découvert, sans haine. Avec de la fatigue, oui, et autre chose encore, d'étrange et de maladroit, comme s'il ne savait que faire de ce qu'il ressentait. Edis recula d'un pas vers le seuil, comme si la distance pouvait rétablir l'ordre auquel elle tenait. D'une voix sèche, elle dit que les conversations étaient interdites. Les mots sortirent droits, comme un commandement, et elle goûta le fait que sa voix ne tremblait pas. Il hocha la tête aussitôt, presque trop vite, comme un garçon repris et docile. Et l'espace d'un souffle, il sourit. Pas avec insolence, pas avec défi, avec une sorte de honte. « Pardonne, » dit-il doucement. « Je voulais juste ne pas paraître ingrat. » Edis plissa les yeux. L'agacement monta en elle. Elle voulut refermer, mais sa main ne lui obéit pas tout de suite. Dans sa paume,
Les clés semblèrent peser davantage. Il lui sembla entendre quelqu'un passer dans le couloir, et se raidit. Puis les pas s'éloignèrent. Le prisonnier la regardait toujours, et plus ce regard durait, plus il y avait dedans quelque chose qui dérangeait, qui faisait dérailler. « Tu es très belle », lâcha-t-il soudain. Les mots n'étaient pas forts, comme s'il en avait eu peur lui-même. C'est étrange d'en voir une ici. Edith sentit le sang lui monter au visage. La colère vint d'abord, en vagues brûlantes. La honte suivit, fine et mauvaise, comme une écharde. Elle se redressa brusquement, comme si on l'avait frappée, et sa voix tinta de glace. « Il t'est interdit de me parler, » dit-elle. « Et il m'est interdit d'écouter tes bavardages. Reste tranquille. » Il hocha encore la tête, plus vite. Et ce sourire léger revint, comme s'il ne se moquait pas d'elle, mais de lui-même. « Tu as raison, » dit-il. « Je suis stupide. » N'y fais pas attention. Il marqua une pause, puis ajouta, presque en s'excusant d'exister. « C'est juste que, si c'est ma dernière nuit, il est idiot de faire semblant de ne pas voir qu'il y a une femme. » Son agacement se fit plus vif. Elle connaissait ce ton. Des marchands ivres parlaient ainsi quand ils s'imaginaient tout permis. De jeunes guerriers s'y risquaient parfois quand aucun ancien n'était là pour les remettre à leur place. Mais dans cette cellule, liés, sales, promis à la mort, il ne parlait pas comme ceux qui exigent. Il parlait comme quelqu'un qui, face à ce qui est déjà scellé, se découvrait soudain trop vivant. Edith était presque parti quand il ne se tut pas. Il expira, comme s'il se décidait à un geste insensé, et dit ce qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre. « Tu sais, offre-moi la chaleur d'une fille, pour une seule nuit, pour la dernière. » La phrase lui heurta la poitrine. Pas de pitié, de surprise, de cette franchise un peu rugueuse. Et de tout ce qu'elle portait à la fois, la honte, le désespoir, et cette foi presque enfantine qu'en demandant, le monde peut devenir plus doux. Sans y penser, sa main se crispa sur les clés, et le métal s'enfonça douloureusement dans sa peau. « Es-tu devenu fou ?» lâcha-t-elle. Elle recula, prête à claquer la porte et à fuir. Son cœur battit plus fort qu'il n'aurait dû. Elle se vit, soudain, surprise par une oreille indiscrète. Demain, à l'assemblée, on dirait, la scriba a bavardé avec un prisonnier. Puis on dirait pire. Elle savait comment naissent les rumeurs, et comment elles tuent, presque aussi sûrement qu'une lame. Le prisonnier leva ses mains liées, comme pour montrer qu'il ne se jetterait pas sur elle. Il la regardait autrement désormais, l'étincelle gênée disparue, avec une peur réelle d'avoir trop dit et de perdre même l'eau qu'on venait de lui apporter. Sa voix baissa. « J'ai compris, » dit-il. « Pardonne. Puisque je vais mourir, j'ai pris le risque. » Ici, c'est juste si froid et si seul. Edith resta là, la main sur la porte. Le silence s'étira. Dans le couloir, la torche crépitait. Tout en haut, des gardes éclatèrent de rire. Une chope tinta contre une table. Elle referma tout de même. Elle verrouilla lentement, comme si chaque déclic était une décision. Puis elle se tourna, fit quelques pas et s'arrêta contre le mur, là où l'ombre était plus épaisse, près du banc de garde. Elle revint à la porte. Pas tout de suite, comme si elle se disputait elle-même, mais elle revint. Le Judas était bas. Elle ne s'y pencha pas, se contenta de se tenir à côté, de façon que sa voix, si elle flanchait, ne s'envole pas dans le couloir. Elle fit un effort et parla de nouveau, plus froide,
reprenant prise sur elle. « Au matin, on te conduira devant le jarl, dit-elle. Et si tu crois que des mots peuvent changer quoi que ce soit, tu te trompes. » Il n'y eut ni supplique, ni malédiction. Seulement, depuis l'obscurité, une voix tranquille. « C'est ta vérité. Les miens, de mots, ont changé toute ma vie. Mais n'y pense pas. » Eddis ferma les yeux un instant. Il avait dit cela comme on parle de quelque chose qu'on a vu plus d'une fois. Elle n'en saisit pas tout le sens. Pas encore. Elle partit, s'obligeant à marcher vite, droit. Dans l'escalier qui remontait, l'odeur de fumée et de poisson la reprit. Quelqu'un discutait haut le prix du sel, quelqu'un riait aux éclats, et tout cela avait le goût de l'habitude. Elle fit un signe de tête à un garde, passa comme elle passait toujours. Seulement, sa main sur les clés demeurait crispée, et ses doigts avaient blanchi à force de serrer le fer. Dans la pièce du scribe, il faisait plus chaud. Il y avait une table, dessus, des tablettes pour les comptes, une plume, de l'encre. Il y régnait cet ordre qu'elle aimait. Eidis s'assit, étala des feuillets pour se reprendre, mais son regard revenait sans cesse vers la porte, comme si, derrière, la cellule l'attendait encore. Elle essaya de s'occuper des registres, qui étaient arrivés dans la journée, qui étaient repartis, combien de sacs de grains on avait acceptés au dépôt. Mais les lettres se brouillaient. Non qu'elle ne sache pas écrire, c'était seulement que, dans sa tête, résonnait ce « merci » et ces paroles absurdes, honteuses, sur une dernière nuit. Étrange cet homme. Était-il dérangé? Qu'est-ce qui lui était arrivé? Dehors, le vent forcit, et les volets se mirent à gémir doucement. Eidis se leva, alla à la fenêtre, posa sa paume sur le bois glacé. Là-dessous, sous la pierre et le fer, se tenait Miloslav. Elle savait ce qu'il fallait faire, se coucher, dormir, oublier. Au matin, il y aurait l'agitation, la remise du prisonnier, des signatures, des sceaux, des voix étrangères qui ne laissent aucune place au doute. C'était toujours ainsi. Et pourtant, quand les pas s'éteignirent dans le couloir et que le poste sombra dans un calme plus lourd, elle reprit les clés. Pas parce qu'elle avait décidé quoi que ce soit. Elle se dit qu'elle allait seulement vérifier la serrure, pour éviter un malheur, s'assurer que les cordes tenaient, faire ce qu'elle devait faire. N'était-elle pas chargée de garder? Alors elle gardait. La vérité, c'est que, cette nuit-là, une curiosité lui était venue. Curiosité de savoir qui, au juste, elle gardait. Elle n'avait jamais parlé aux prisonniers, elle n'avait même jamais laissé naître ce genre d'idée. Mais soudain, elle eut envie de comprendre ce que l'on ressent à l'approche de la mort. Les clés étaient encore froides, sauf que ce froid, désormais, ne ressemblait plus à celui du service. Il ressemblait à celui d'un choix, pas encore fait, et pourtant déjà là, tout près, comme une ombre. Elle s'arrêta devant la porte de la cellule du bas, tendit l'oreille. De l'intérieur ne venait ni voix, ni froissement. Seulement une respiration à peine audible, et ce silence où l'on imagine trop facilement ce que le matin apportera. Eidis s'assit sur le banc, face à la porte qui menait à la cellule. Elle avait choisi une place où la grille ne serait pas droit dans ses yeux. Elle pouvait surveiller le couloir tout en évitant de regarder dedans. Cela ressemblait à un compromis avec elle-même. Officiellement, elle montait la garde. En vérité, elle ne parvenait simplement pas à partir. Le temps s'étira. Tout en haut, une porte claqua. Quelqu'un éclata de rire, puis le rire s'étrangla. 1 heure passa, peut-être davantage. Eidis tenta de remettre ses pensées dans l'alignement habituel, comme des lignes sur un parchemin. Au matin, on remettra, au matin, on signera, au matin, tout sera fini. Mais les pensées n'obéissaient pas. Elles revenaient au même point, obstinément.
Dans la cellule, le silence dura longtemps. Edis finit par se dire qu'il s'était endormi, ou qu'il restait assis à fixer le mur, comme tant d'autres le font quand la peur ronge de l'intérieur. Et soudain, un bruit discret monta, comme une gorge qu'on racle, aussitôt honteuse d'avoir été trop sonore. Edis releva la tête sans se lever. Elle ne répondit pas, n'émit pas un son, mais son silence devint attentif. Miloslav parla comme s'il ne s'adressait pas à elle, mais au vide. Les mots venaient lentement, avec prudence, tels des pas sur une glace trop mince. Il commença par dire son nom, pas fort, sans insister, comme s'il demandait à la nuit l'autorisation. Edis. Elle tressaillit. Il avait prononcé le nom juste, avec cette douceur d'accent que seuls les gens d'ici ont naturellement. Elle lui dit d'un ton sévère qu'il n'avait pas le droit de parler. Mais sa voix ne sortit pas aussi froide qu'elle l'aurait voulu. Quelque chose de là y traînait, et cela la trahit plus qu'elle ne s'y attendait. Il répondit aussitôt qu'il comprenait, et se tut longtemps. Puis il reprit malgré tout, plus bas encore, comme s'il le faisait réellement à ses risques. Il dit que s'il gardait le silence, il finirait fou. Que dans une cellule, le temps devient une bête qui mange l'homme lentement, et que les mots, au moins, détournent l'esprit. Alors Miloslav se mit simplement à raconter, de tout. Il dit qu'il parlait plus d'une langue que la sienne. Il lança quelques mots dans un idiome étranger, bref et coupant, puis passa à un autre, plus doux, presque chanté. Edis n'en comprenait pas le sens, mais elle entendait l'assurance avec laquelle il déplaçait la parole, comme un homme déplace ses outils sur une table. Et à un moment, cela devint évident. Ce n'était pas un simple prisonnier qui aurait appris par hasard 2 ou 3 phrases. Il avait vécu parmi des gens différents. Il avait écouté, retenu, noué les mots entre eux. Pour un homme comme lui, le silence d'une cellule était un supplice avant même la mort. Il commença à parler de lui comme s'il plaisantait, alors qu'il n'y avait rien à plaisanter. Il se rappela comment, un jour, il avait confondu les noms de 2 anciens et failli provoquer une querelle entre des clans entiers. Edis jeta un coup d'œil au Judas de la porte, avec précaution. Il dit qu'il voulait paraître plus brillant qu'il n'était, qu'il avait décidé d'étaler sa mémoire, et que, pour finir, il avait appelé l'un par le nom de l'autre. Il mima les visages qui se figeaient, la main qui se posait sur la poignée d'un couteau, l'homme qui se levait déjà, prêt à lancer un défi. Miloslav racontait avec tant de relief qu'elle le voyait grimacer, changer de voix, imiter des guerriers farouches. « Il est vraiment pas net », songea-t-elle. Pourtant, elle resta immobile. Elle n'avait pas le droit de rire. Mais ses lèvres tressaillirent toutes seules, et elle baissa les yeux, comme si cela pouvait cacher un sourire dans l'obscur couloir. Il le remarqua. Cela se devinait à la façon dont il s'anima, comme s'il avait attrapé une étincelle et l'avait portée dans ses mains. « Tu vois, dit-il, je ne suis pas complètement inutile. Je peux au moins faire rire avant de mourir. » Ces mots furent si simples que le sourire d'Aïdis s'éteignit. Quelque chose la piqua dans la poitrine. Elle se redressa d'un coup, comme surprise en train de commettre une indécence. Elle lui dit qu'il ne devait pas parler de mort, que ce n'était pas à lui de décider ce que serait le matin. Mais ses propres phrases lui parurent creuses. Car lui ne discutait pas, ne se pressait pas de répondre. Il restait là, à attendre que sa vie se termine selon la décision d'un autre. Miloslav continua, comme s'il refusait de peser sur elle. Il raconta comment il était tombé d'un quai parce qu'il regardait une mouette. Il le disait comme s'il y avait là une sagesse. On ne doit pas se faire confiance quand le ciel est trop beau. Il rit de lui-même et ajouta qu'il avait refait surface la bouche pleine d'eau salée, avec l'impression que la mer riait plus fort que les hommes.
Edith écoutait, et sans s'en rendre compte, elle se laissa prendre. D'abord, elle se répétait que ce n'était qu'une manière de ne pas penser à l'exécution. Puis elle remarqua que sa respiration s'était apaisée. Dans ces histoires, il n'y avait pas d'orgueil. Il ne cherchait pas à se donner des airs de héros. Il était drôle, maladroit, et pour cette raison même, trop vivant pour la place d'un condamné. À un moment, il lui demanda si elle avait froid. La question était étrange. Une garde devant une cellule, un manteau sur les épaules, des clés dans la main. Mais il demanda cela comme s'il ne voyait pas une fonction, et seulement une femme, assise dans un couloir humide, au cœur de la nuit. Edith répondit brièvement que non. Et aussitôt, elle ajouta qu'elle n'avait pas à recevoir la sollicitude d'un prisonnier. Elle le dit plus durement qu'il ne fallait, pas pour lui, pour elle. Il approuva à voix basse, puis il se tut encore, et le silence s'allongea. Edith entendait sa respiration, un froissement rare, comme s'il déplaçait ses mains liées, en veillant à ne pas frotter la corde sur sa peau. Elle eut envie de demander si cela lui faisait mal. Elle ne le demanda pas. Le temps passa encore, jusqu'à ce qu'on commence à relever la garde. D'en haut vinrent des bruits sourds, des voix plus fortes, puis tout retomba. Edith se leva pour marcher un peu et délier ses jambes. Le couloir était vide. Seule la flamme de la torche tremblait, comme vivante. Elle décida d'aller chercher des chandelles. C'était une excuse qui tenait debout, au moins pour elle-même. Il fallait refaire la réserve, pour ne pas se retrouver dans le noir, dans la pièce du scribe. Elle monta, s'efforçant de marcher comme si elle ne se hâtait pas. Dans la cour, l'air était plus mordant, les étoiles pendaient bas, nettes. Le vent venait de la mer. Edith longea vite le mur jusqu'au cellier. Devant la porte, 2 gardes parlaient à demi-voix, mais la nuit était de celle où les mots s'accrochent à l'oreille. Edith ne cherchait pas à écouter. Elle s'immobilisa simplement. Elle venait d'entendre ce qui lui serra quelque chose au-dedans. Il est tout maigre, on dirait qu'il tient à peine debout. On s'est moqué un bon quart d'heure de sa tête quand on l'a amené. Allons, ce n'est pas un conspirateur, répondit l'un, avec un mépris paresseux dans la voix. Il arrange tout le monde. Le jarl a besoin d'un coupable. L'autre renifla et ajouta que le jarl était à vif, que c'était depuis cette réception. Edith sentit le sang quitter son visage. Elle se glissa dans l'ombre pour qu'on ne la remarque pas, et y resta jusqu'à leur départ. Son cœur battait trop vite, d'une façon désagréable. À cet instant, tout devint limpide. Il ne s'agissait ni de danger, ni de complot, ni de justice. Il s'agissait de commodité. De cette commodité glacée dont elle s'était servie elle-même si souvent, en habillant d'une belle langue les ordres d'autrui. Elle prit les chandelles et regagna presque en courant la salle aux documents. Là, tout sentait l'encre et le papier sec. C'était l'odeur de sa vie. Edith alluma une chandelle, la posa sur la table, puis tira du trousseau de dossiers celui du prisonnier. Ses doigts tremblaient, et elle s'en voulait. Elle n'était pas une fillette, elle était une servante du poste. Et pourtant, ses mains tremblaient. Elle lut l'accusation, 1 fois, 2 fois, et, à chaque lecture, c'était pire. Beaucoup de mots vagues, beaucoup de formules tonnantes, mais pas l'essentiel. Pas de nom, pas de lieu précis, pas de preuves, pas de faits. On y sentait la culpabilité, mais on n'y trouvait pas la faute. Une ombre, pas un homme. À la place d'un homme, il n'y avait que son nom, tracé par une main étrangère. Edith ferma les yeux. Miloslav se dressa devant elle, sale, lié, avec ce sourire discret, quand il disait qu'il était trop honnête et voyait bien jusqu'où cela l'avait mené.
Le système qu'elle servait n'était pas de pierre comme les murs du poste. C'était une bête vivante. Et la bête se moquait de savoir qui mordre, pourvu qu'elle se repaisse de peur. Elle rassembla vite les feuilles, comme si elles allaient la brûler. Mais le savoir avait déjà pénétré en elle, et désormais, il y vivait, braise sous la peau. Elle retourna à la cellule. En bas, le silence était le même. Elle s'arrêta devant la porte et hésita longtemps avant de parler. Puis elle se pencha enfin vers le Judas, prudemment, pour que sa voix ne se répande pas dans le couloir. « Miloslav, dit-elle, sais-tu pourquoi entretien ?» À l'intérieur, rien. Puis il répondit « Pas tout de suite, comme s'il cherchait les mots. Parce que j'ai traduit honnêtement. Parfois, les mots font plus peur que les épées. » Edis appuya sa paume contre la porte, sentant le froid du bois. Elle demanda ce qu'il avait traduit exactement. Et cette fois il répondit sans plaisanter, même si sa voix restait égale, comme celle d'un homme résigné depuis longtemps. Il dit qu'il avait été l'interprète de son chef lorsqu'ils avaient négocié avec le jarl. Le chef était venu non pour demander, mais pour marchander par la force. Il avait parlé durement, menacé de guerre, juré que la mer rougirait si on les humiliait. Miloslav avait tout rendu tel que cela avait été dit, sans adoucir, sans enjoliver, sans cacher le sens derrière des tournures élégantes. Il croyait que c'était le devoir d'un interprète. Autrement, ce serait un mensonge. Le jarl s'était embrasé, expliqua-t-il, parce qu'il avait entendu la menace, non pas en langue étrangère, mais dans la sienne. Et cela avait claqué comme une gifle. Puis, quand il fallut reculer, quand le chef comprit qu'il avait trop poussé, il fit comme si ce n'était pas lui, comme si l'interprète s'était trompé, comme si Miloslav avait mal transmis les paroles. Et le jarl, lui, trouva commode de croire à l'erreur d'un traducteur plutôt qu'à la ruse d'un chef. Ainsi, c'était simple. On punissait le faible et l'on sauvait la face du fort. Edis écoutait, et quelque chose de lourd, de visqueux, montait en elle. Elle connaissait ces décisions-là. Elle avait déjà vu comment on choisit un coupable par intérêt, non par vérité. Simplement, jusque-là, cela ne la touchait pas. « Pourquoi n'as-tu pas adouci ?» demanda-t-elle tout bas. Et elle s'étonna elle-même de la question. On lui avait appris, à elle, à adoucir les papiers quand il le fallait. Un beau mot peut sauver une tête à celui qui la prononçait. N'avait-il pas compris? Parce que dans ce cas, je n'aurais plus été interprète, répondit Miloslav. J'aurais été celui qui choisit les mots à la place des autres. Je me serais mêlé de politique, et ce n'était pas mon intention. Il se tut, puis ajouta d'une voix tout autre, presque amère. Peut-être que je me trompais. Edis sentit qu'elle voulait lui dire qu'il ne se trompait pas, mais sa langue refusa. Car le dire, c'était admettre que le monde est mal fait. Et pour elle, l'admettre revenait à ébranler tout ce sur quoi sa vie tenait. Un froissement se fit dans la cellule. Miloslav semblait s'être déplacé un peu vers la porte, sans s'en approcher vraiment. Il parle avec prudence, comme un homme qui a compris qu'elle pouvait partir à tout instant. « Si tu le peux, dit-il, fais passer une lettre. Pas au jarl, pas à eux. Juste à quelqu'un qui pourrait la remettre à ma mère. » Il décrivit à peu près où elle vivait, comment la trouver, comment faire parvenir le pli. Edis se tut. Rien qu'une lettre, c'était dangereux. Tout ce qu'un prisonnier demande de transmettre peut attirer le malheur. Mais il ne demandait ni liberté, ni vengeance. Il demandait sa mère. « Où est-elle » demanda Edis. « Dans la doublure, » répondit-il. « Là où les coutures sont irrégulières.
Je l'ai caché de ceux qui aiment fouiller dans ce qui n'est pas à eux. Edith entr'ouvrit la porte. Pas davantage, juste assez pour passer le bras. L'air sentait l'humidité et la fatigue humaine. Miloslav leva ses mains liées pour montrer qu'il ne bougerait pas. Il la regardait avec attention, sans l'étincelle bravache d'avant, comme s'il mesurait le prix de chaque seconde. Elle trouva vite le bord de la doublure, sentit la couture mal tirée. Ses doigts butèrent sur le papier. Elle tira un petit feuillet plié. Le papier était devenu souple au contact du corps, un peu humide. Edith referma la porte et serra la lettre contre sa paume, comme si elle pouvait s'en échapper. Elle revint s'asseoir sur le banc contre le mur et déplia la feuille à la lumière de la torche. L'écriture était inégale, pressée, comme si la main avait tremblé de froid ou de peur. Les mots, eux, étaient simples. Il écrivait à sa mère, lui demandait de prendre soin d'elle-même. Il ne maudissait personne, ne réclamait aucune revanche. Il disait qu'il aurait dû se tenir loin de la politique, qu'il aurait mieux fait de cueillir des baies, comme elle le lui répétait. Il y avait tant de tendresse dans ces lignes qu'Edith sentit sa gorge se serrer. Elle leva les yeux vers la porte. Elle eut envie de lui demander comment était sa mère, quel visage elle avait, comment elle riait, si elle riait. Au lieu de cela, elle dit d'une voix sourde, comme si les mots lui coûtaient « Je ne sais pas si je pourrais ». Miloslav répondit calmement, comme s'il s'attendait à cela. « Je comprends. Tu ne dois rien à personne. C'est juste que, si tu la voyais, tu comprendrais pourquoi il est important pour moi qu'elle n'apprenne pas mon sort comme celui d'un criminel. Je ne suis pas un criminel, je suis seulement tombé entre les mots. » Edith replia la lettre et la garda longtemps entre ses mains. Ses doigts réchauffaient le papier, et elle eut l'impression de ne pas tenir un feuillet, mais l'espoir de quelqu'un. Elle pensa à toutes ces lettres qu'elle avait écrites, qui décidaient des destinées, et à la rareté avec laquelle ces destinées étaient vivantes pour elle. Ici, la destinée devenait soudain vivante, tiède, humaine, et il n'était plus possible de la retransformer en ligne d'accusation. Sa vie venait de toucher la sienne. Elle retourna vers la porte sans la dureté d'avant. Sa voix se fit plus basse, mais une fermeté y entra, qu'elle ne s'attendait pas à trouver. « Miloslav, dit-elle, si ce que tu dis est vrai, alors on te tuera pour rien. » Il expira doucement, comme s'il recevait la confirmation de ce qu'il savait déjà. « Oui, répondit-il, mais tu sais, le pire n'est pas l'exécution. Le pire, c'est qu'il sera commode pour tout le monde d'oublier que j'étais un homme. Commode de me nommer coupable et de vivre ensuite. Les coupables ne sont pas des hommes. » Edith sentit en elle une colère sourde se lever. Pas contre lui, contre ce qui est, justement, si commode. Contre le fait qu'elle-même avait fait partie de cette commodité. Et elle comprit soudain, si elle s'en allait maintenant, si elle faisait comme si elle ne savait rien, alors demain, quand on viendrait le chercher, elle ne verrait pas un prisonnier. Elle se verrait, elle. Et c'est elle qui deviendrait criminelle. C'est elle qui le tuerait. Elle ne dit rien. Elle resta près de la porte, immobile, à écouter sa respiration dans l'obscurité. Pour la première fois depuis des années, elle sentit que son pouvoir sur les lettres et les sceaux ne valait rien face à une question humaine, simple. Que faire quand on sait la vérité? D'en haut monta un bruit, comme si quelqu'un descendait l'escalier d'un pas pressé. Puis des voix, brèves, pratiques. Edith recula d'un bond, glissa la lettre sous son manteau comme si elle l'avait volée. Son cœur cogna à ses tempes. Les pas se rapprochèrent, s'arrêtèrent quelque part plus haut, puis le silence retomba. Elle souffla. Mais le tremblement ne la quitta pas, car à présent elle le savait.
La nuit n'était pas finie, que déjà le matin venait à eux. Et avec le matin arriverait l'ordre, un ordre qu'on n'annule pas par un simple silence. Eddie se rassit sur le banc. La lettre reposait sur ses genoux, maintenue sous sa main. Elle ne la relut pas. Elle en connaissait chaque ligne. Son regard s'accrocha à la pierre sombre du mur. Pourtant, ce n'était pas le mur qu'elle voyait. C'était une fêlure, mince, presque invisible, qui venait de s'ouvrir en elle. De la cellule monta la voix de Miloslav, si basse qu'on aurait dit qu'il parlait non pas à elle, mais à la flamme qui tremblait dans le couloir. « Edis, tu ne ressembles pas à ceux qui rient du malheur des autres. » Elle ne répondit pas. Répondre, c'était déjà promettre. Et les promesses changent une vie. À cet instant-là, elle serra seulement la lettre plus fort contre elle et comprit qu'à partir de maintenant, rien de ce qui arriverait ne pourrait plus se cacher derrière le devoir et les règles. Une vérité qu'on a entendue une fois ne sait plus redevenir silence. La nuit tenait le poste plus fermement que n'importe quel verrou. Elle pesait d'en haut comme un couvercle trop lourd, et sous ce poids, tout devenait plus discret, plus prudent, comme si même une respiration pouvait trahir. Les vents de mer s'étaient tus un moment. Chaque bruit dans les parois de bois en ressortait plus net. La résine qui craquait dans les torches, un hennissement lointain, la chaîne qui geignait au portail. Tout en haut, près de la salle commune, des voix résistaient encore. Puis elles s'éteignirent peu à peu, livrant la place à l'assoupissement. Elle tenta de se répéter que c'était de la folie, ce qu'elle s'apprêtait à faire, qu'on ne brise pas sa vie pour un inconnu, qu'il a sa destinée et qu'elle a la sienne. Mais les mots ne formaient pas un discours qui tienne. Parce qu'elle avait vu, sa destinée à lui était façonnée par des mains étrangères, et ces mains-là ne trembleraient pas. Et sa propre vie, si régulière, lui parut soudain ne plus lui appartenir. Elle la vit comme de l'extérieur, des registres impeccables, des sceaux, une écriture droite, et derrière, des larmes, des bûchers funéraires, des acquiescements muets. Dehors, une légère agitation se leva. Un serviteur apporta un pichet dans la salle. Quelqu'un jura, quelqu'un appela Ragnvald. Edis reconnut des mots. Des marchands étaient arrivés tard, ils voulaient un toit et une protection, ils exigeaient de parler au chef du poste. Ragnvald irait, bien sûr. La garde serait distraite. Dans ces instants-là, le poste perdait sa raideur de ressort, devenait plus mou, comme la terre après la pluie. Edis se leva si brusquement qu'on aurait dit qu'une force la poussait de l'intérieur. Elle n'avait pas de plan, mais elle sentit d'un coup qu'elle ne pouvait plus attendre. Si elle allait se coucher maintenant, le matin la tirerait du sommeil, et tout se déroulerait comme d'habitude. Et si tout se déroulait comme d'habitude, Miloslav mourrait. Et avec lui, mourrait quelque chose en elle. Quelque chose qui, cette nuit, s'était réveillé contre toute attente. Elle jeta son manteau sur ses épaules, enfouit la lettre plus profondément, prit le trousseau de clés. Ses mains étaient plus calmes que son cœur, et s'obligea à marcher d'un pas égal, comme marchent ceux qui n'ont rien à cacher. Dans le couloir, elle fit un signe de tête à un garde, demanda des nouvelles des marchands, reçut en réponse un grognement irrité, et passa plus loin comme si elle allait simplement à son service. Près des cellules du bas, l'ombre était épaisse. Une seule torche brûlait, et sa lumière semblait trop faible contre la masse de pierre. Edis s'arrêta devant la porte de Miloslav. Un instant, elle eut envie de lui souffler d'être prêt, mais elle ne savait pas s'il l'était. Elle craignait un éclat de joie, du bruit, l'incrédulité, l'idée d'un piège. Elle avait peur de tout, ou presque. Et pourtant, elle introduisit la clé. Le déclic résonna plus fort qu'il n'aurait dû. Edis se figea,
écouta. Rien. Seulement, quelque part, une goutte d'eau tombait. Elle entr'ouvrit la porte. Miloslav était assis contre le mur, comme avant, mais il ne dormait pas. Ses yeux la trouvèrent aussitôt, et dans ce regard jaillit une attente si vive qu'Eidis faillit reculer. Il ouvrit la bouche, elle leva la main, lui ordonnant le silence sans un mot. Il comprit, hocha la tête, et cette étrange capacité chez lui à devenir muet quand il le fallait. Elle chuchota qu'elle le ferait sortir sous prétexte de vérifier des sceaux et des registres, qu'il devait marcher à côté d'elle sans regarder autour, comme si on le conduisait à une procédure ordinaire. Miloslav fronça légèrement les sourcils, comme s'il voulait demander pourquoi elle faisait cela. Mais il ne demanda rien. Il inspira seulement et se leva, lentement, pour que les cordes n'entament pas davantage sa peau. Elle ne le détacha pas tout de suite. C'était sa prudence froide, son habitude de garder la main. Un homme lié effraie moins la garde, et elle-même. Elle l'emmena dans le couloir, referma la porte de la cellule, verrouilla, comme si tout était en ordre. Puis elle le conduisit vers le haut, du côté où l'on gardait les sceaux et les registres des marchandises. Ils croisèrent un garde. Il jeta un regard à Miloslav, aux cordes, à Eidis, bâilla, ne posa aucune question. Pour lui, ce n'était qu'un mouvement de plus dans le poste. Eidis dit tout haut qu'il fallait comparer les sceaux avant la remise au jarle, pour éviter une confusion au matin. Les mots sonnaient ordinaires. Cela arrivait chez eux. Rien ne devait attirer l'attention. Elle s'étonna elle-même de la facilité avec laquelle ils lui vinrent. Sa vie était pleine de phrases de ce genre, et il s'avérait qu'elle pouvait ouvrir n'importe quelle porte, pourvu qu'on les dise avec assurance. Miloslav marchait à côté d'elle, au même pas, veillant à ne pas faire teinter ses liens. Il était pieds nus, ou chaussé trop légèrement, et posait ses pieds avec précaution sur la pierre. Pourtant, il ne trébucha pas une seule fois. Seules ses épaules restaient tendues, comme s'il craignait que tout s'effondre à la moindre mauvaise expiration. Ils passèrent devant la pièce du scribe. Eidis n'y jeta même pas un coup d'œil, bien que la chandelle y brûlât encore, et que la table l'attendît, comme toujours. Elle mena Miloslav plus loin, vers la sortie de derrière, celle dont on se servait d'ordinaire pour les besognes. La porte y était plus simple. On y faisait moins de ronde, puisqu'on ne traînait ni barils, ni sacs en pleine nuit. Un jeune veilleur se tenait là. Il somnolait, pressé d'être relevé et d'aller se réchauffer. Eidis s'arrêta sans perdre son assurance et dit qu'il fallait conduire le prisonnier au grenier, vérifier un marquage sur des marchandises mentionnées dans l'accusation. Les mots étaient presque vides de sens, mais le veilleur dormait à moitié. Il hocha la tête. Il se gratta la joue, la regarda avec ce respect machinal qu'inspire une charge, et dit de faire vite. Heidi s'acquiesça comme si elle donnait sa parole au chef, et elle mena Miloslav dans la cour. Le froid frappa d'un seul coup. La nuit était claire, étoilée, et la cour en paraissait nue. Les ombres des greniers s'étiraient en longues bandes. Plus loin, une lueur veillait près d'un poste. On entendait les voix des marchands, agacées, sonores. C'était une chance. Les voix hautes masquaient leurs pas. Eidis conduisit Miloslav le long du mur, vers l'endroit où l'on ne va jamais sans nécessité. Elle se plaçait de façon à pouvoir le cacher de son corps si quelqu'un se retournait. Et elle s'étonnait de cette pensée. Elle couvrait un prisonnier. La veille encore, cela lui aurait semblé un délire. Derrière les greniers s'ouvrait un vieux sentier, connu de ceux qui vont chercher l'eau au ruisseau ou ramasser du bois mort. Plus loin, il entrait dans la forêt et se perdait parmi les racines et la mousse. Eidis s'arrêta dans l'ombre, là où les torches de la cour n'atteignaient plus. Ici, ça sentait la terre mouillée et le bois ancien. Elle se tourna vers Miloslav.
Dans l'obscurité, on distinguait à peine son visage, mais ses yeux luisaient. Il la regardait comme s'il craignait de cligner et de perdre ce qui se passait. Edis dénoua vite les cordes. Les nœuds étaient serrés, ses doigts engourdis par le froid, mais elle y parvint. Quand la corde tomba, Miloslav se frotta les poignets. Des bandes rouges y demeuraient. « Par là !» souffla Edis, indiquant la forêt. « Passe par les marais. Sans guide, personne n'ira, même s'ils en ont l'envie. » Elle sortit la lettre et la lui tendit. Le papier trembla entre ses doigts. Le geste était simple, et pourtant, il contenait plus que n'importe quel sot. Miloslav prit la lettre avec soin, comme on prend une tasse chaude, de peur d'en renverser le contenu. « Cours, dit Edis, donne cette lettre toi-même. » Elle s'attendait à ce qu'il s'élance, qu'il la remercie, qu'il demande pourquoi, mais Miloslav resta immobile. Le vent souleva le bord de son vêtement. Il parut encore plus maigre dans la clarté froide de la nuit. « Et toi ?» demanda-t-il enfin, si bas qu'Edis peina à comprendre. La question n'avait rien d'un calcul. Elle avait la douleur nue. Quelque chose se resserra en elle. Elle eut envie de dire « Je retourne, je n'ai rien fait, personne ne saura. » Mais elle savait que ce serait mentir. Même si personne ne les voyait maintenant, au matin, on verrait la cellule vide. Quelqu'un se souviendrait de qui était de garde cette nuit-là, et alors Edis deviendrait coupable, comme Miloslav. Seulement elle, on ne la punirait pas pour la commodité, on la punirait pour un choix. Elle dit qu'elle s'en sortirait. Elle le dit court, parce que trop de mots auraient été une faiblesse. Et pourtant sa voix trembla. Miloslav fit un pas vers le sentier, puis s'arrêta encore. Il fixait la noirceur des arbres, comme si, là-bas, il ne voyait pas la liberté, mais l'inconnu. Puis il se tourna vers Edis. « Je dois partir, dit-il. Et l'on aurait dit qu'il cherchait surtout à s'en convaincre lui-même. Mais il ne termina pas. De la cour monta un cri sec. Quelqu'un appelait les gardes, quelqu'un jurait. D'abord, cela ressemblait à une querelle ordinaire. Puis un mot claqua, et les doigts d'Edis se glacèrent. Le prisonnier. On s'était aperçu de son absence vite, trop vite. Edis poussa Miloslav vers la forêt, mais il ne se mit pas à courir. Il la regardait, et dans ses yeux, il n'y avait pas que la peur. Il y avait quelque chose d'entêté, d'humain, ce refus d'obéir qui n'entre pas dans un ordre. « Cours !» répéta-t-elle, plus dure. Miloslav s'enfonça de quelques pas sous les branches, et les rameaux frémirent aussitôt, comme si la forêt l'acceptait à contre-cœur. Edis resta une seconde dans l'ombre, à écouter le tumulte qui grossissait derrière. Les voix se rapprochaient. Quelqu'un alluma une torche, et la lumière bondit sur les parois des greniers, comme un œil en quête. Edis se retourna et s'éloigna du sentier, comme si elle marchait au-devant du bruit. Elle voulait gagner du temps, dire qu'on avait mené le prisonnier pour une vérification, qu'il était dans un bâtiment, qu'il fallait chercher ailleurs. Elle avait déjà, presque, les mots pour égarer les hommes une minute. Elle était douée pour cela. Et après, advienne que pourra. Bien sûr, elle était perdue. Elle gagnerait seulement du temps, puis prendrait la fuite à son tour. Mais elle n'en eut pas le temps. Derrière elle, dans le bois, des pas retentirent, rapides, rattrapants. Edis se retourna et vit Miloslav revenir, comme un homme incapable de s'en aller tant qu'il n'est pas sûr de ne pas abandonner l'essentiel. « Qu'est-ce que tu fais ?» souffla-t-elle, et la colère dans sa voix venait de la peur. « Ils vont t'attraper !» Il s'arrêta près d'elle, haletant. Il y avait dans ses yeux une telle résolution qu'elle en resta un instant démunie. Il secoua la tête. « Je n'ai pas pu, » dit-il. « Je ne voulais pas te laisser seule avec ça. Et puis, pour ton jarl,
Tu es une criminelle maintenant, toi aussi. » Ces mots frappèrent plus fort que le cri dans la cour. Elle ne voulait pas encore se laisser entrer cette vérité dans le sang. Pourtant, d'un coup, elle entendit pleinement ce qu'elle avait fait. Elle regarda Miloslav, le sentier, la forêt, cette nuit qui pouvait être leur salut, et comprit. Il n'y avait plus de choix. Il avait été fait. Non par des mots, non par un sceau, par un acte. Derrière, la lumière d'une torche se rapprochait. Des pas, de la confusion. Quelqu'un courut vers les greniers. Quelqu'un cria qu'il fallait barrer les portes. Edis attrapa Miloslav par la manche et le tira dans le bois. Cette fois, il ne résista pas. Ils partirent en courant, trébuchant sur les racines, brisant des branches sèches. Le cœur d'Edis battait si fort qu'elle se figurait que tout le poste l'entendrait. L'air froid lui tailladait la gorge, mais elle ne ralentit pas. La forêt les avala vite. Les bruits de la cour devinrent plus sourds, sans disparaître. Derrière eux, on criait encore, des ordres claquaient, et, à un moment, Edis distingua l'aboiement de chiens. Cela signifiait qu'on les chercherait sérieusement. Le chemin vers les marais était étroit. Dans la nuit, il paraissait interminable. Edis allait devant parce qu'elle connaissait la direction. Miloslav suivait, et elle sentait sa présence presque à fleur de peau. Il ne traînait pas, mais ne lui marchait pas non plus sur les talons, comme s'il craignait de casser son pas. Quand la forêt se fit plus basse et plus humide, le sol changea sous leurs pieds. Souple, élastique, ponctué de flaques qui suintaient. Une odeur de vase monta. Au loin, une grenouille coassa. Edis s'arrêta et leva la main en signe d'avertissement. Miloslav se figea. « À partir d'ici, c'est le marais, » chuchota-t-elle. « On longe seulement. Regarde où tu poses le pied. Ne marche pas là où l'herbe est trop vive. Dessous, il peut n'y avoir que le vide. » Il acquiesça. Dans l'obscurité, on le devinait à peine, mais elle entendit son souffle. Il était tout près, et, étrangement, cela réchauffait plus que son manteau. Ils avancèrent. Le marais ne s'offrait pas à découvert comme un lac. Il se cachait, se déguisait sous les herbes et les buttes. Il promettait du ferme, là où n'attendait que la boue traîtresse. Chaque pas demandait de l'attention. Edis tendait l'oreille, guettant le moindre son derrière eux. Et en même temps, elle sentait la main de Miloslav qui, par instant, effleurait son coude, non pour la retenir, mais pour demander sans parole « Est-ce que je peux ?» À un moment, Edis glissa sur une motte détrempée. Son pied partit, et elle faillit tomber dans l'eau noire. Miloslav la saisit à temps, d'un geste net, puissant, et la ramena contre lui. Sa paume était chaude, même à travers l'étoffe, comme s'il brûlait d'un feu intérieur que ni la cellule, ni la peur n'avaient réussi à éteindre. Edis retint son souffle. Ils se retrouvèrent trop près. Elle sentit l'odeur de ses vêtements humides, de la fumée, de quelque chose de vivant, d'humain. Miloslav, lui aussi, resta immobile. Il ne la tenait pas brutalement, ne la pressait pas plus qu'il ne fallait. Il la maintenait seulement jusqu'à ce qu'elle retrouve un appui sûr. « Pardonne, » murmura-t-il, comme effrayé par son propre contact. « Ne t'excuse pas, » répondit Edis, et sa voix sonna étrangement. Il n'y avait pas de froideur dedans. Il y avait du vrai. Ils reprirent. Derrière, les chiens se rapprochaient puis s'éloignaient, comme si les poursuivants craignaient eux aussi le marais et cherchaient un détour. Cela donnait de l'espoir et obligeait à se hâter. Edis marcha plus vite que la prudence ne l'aurait permis. Chaque fois qu'une motte oscillait sous son poids, elle sentit le froid lui mordre le ventre. Mais la peur ne la paralysait plus. Elle s'était changée en mouvement. Miloslav eut un petit rire,
malvenue, presque inaudible. Edith se retourna vers lui, furieuse. « Quoi » souffla-t-elle. Il secoua la tête, comme s'il ne croyait pas lui-même à ce qu'il allait dire. « Nous voilà donc de vrais criminels couverts de boue, » murmura-t-il. « J'ai toujours pensé que ça sonnait autrement. » Edith aurait voulu s'emporter, mais quelque chose de tiède remua en elle. Sa manière de plaisanter n'était pas de l'inconscience, c'était l'entêtement de la vie. Il semblait tenir une petite flamme dans sa main, la protéger du vent avec sa paume. « Tais-toi, dit-elle. Et pourtant le coin de ses lèvres trembla. Ils continuèrent. Le marais s'élargissait, l'air devenait plus humide. Au loin, au-dessus de l'eau sombre, une lueur pâle passa un instant, faible comme une chandelle dans la brume. Edith se souvint des histoires d'anciens, des feux des marais qui attirent les voyageurs vers les tourbières. Elle n'y regarda pas. Elle regardait seulement ses pieds et l'espace devant. Et l'idée que le marais aime attirer lui sembla soudain ressembler à ce qui lui arrivait. Toute sa vie, elle avait marché sur la route droite du service. Elle était sûre, et pourtant, elle aussi appelait. Elle aussi promettait que, si l'on ne posait pas de questions, tout tiendrait. À présent, elle en avait dévié, se retrouvait sur une terre tremblante, et pourtant, pour la première fois, elle avait l'impression d'aller quelque part, pour de vrai. Derrière, des voix revinrent, plus sourdes, mais plus proches. Edith comprit qu'on cherchait à les contourner. Peut-être que quelqu'un connaissait ces lieux mieux qu'elle ne l'avait cru. Le temps leur échappait. Elle accéléra. Miloslav suivait sans faiblir. Il respirait lourdement, mais ne se plaignait pas. À un moment, il prit sa main, encore avec précaution. Il ne serra pas, ne tira pas. Il posa seulement sa paume dans la sienne, comme si, ainsi, il risquerait moins de se perdre dans l'obscurité. Edith eut le réflexe de retirer sa main, par habitude, par peur d'être trop proche. Elle ne le fit pas. Il lui devint clair que s'ils se séparaient ne serait-ce que d'un pas, la nuit et le marais les déchireraient plus vite que la garde. Ils avancèrent main dans la main, et cela avait quelque chose d'étrange. La veille, elle aurait nommé cela faiblesse. À présent, c'était comme un nœud qui les tenait à la surface. Quand ils gagnèrent un sol plus ferme, la forêt se referma de nouveau, mais autrement. Les arbres y étaient plus bas, les branches pendaient, comme pour les couvrir. Edith s'arrêta et écouta. Les chiens étaient restés en arrière. Les voix n'étaient plus qu'un murmure indistinct. Les poursuivants, semble-t-il, n'avaient pas osé s'enfoncer davantage. Edith s'assit sur une racine, essuyant la boue de ses paumes. Ses jambes tremblaient. Sa poitrine brûlait. Elle ne s'autorisait ni larmes, ni faiblesse, ni geste de trop. Elle respirait seulement, en silence, s'efforçant de ne pas faire de bruit. Miloslav s'assit près d'elle, un peu à l'écart, pour ne pas peser sur sa présence. Dans l'obscurité, il la regardait. Et il y avait dans ses yeux tant de gratitude qu'Edith eut envie de détourner la tête. La gratitude lui faisait plus peur que les menaces. Les menaces, on les comprend. La gratitude, elle, exige une réponse. « Tu es sûr ?» demanda-t-il enfin. Sa voix était rauque d'avoir couru, d'avoir avalé l'air froid. Edith leva les yeux vers lui. Dans la nuit, elle ne distinguait une silhouette, mais elle savait qu'il la fixait droit. Elle aurait pu dire qu'elle n'en était pas sûre. Cela aurait été vrai. Elle aurait pu dire qu'on pouvait encore revenir, inventer une excuse. Elle ne le dit pas. Elle murmura seulement qu'il n'y avait plus de chemin de retour. Non comme une plainte, mais comme un fait. Et soudain, elle sentit dans ces mots une liberté étrange. Quand il n'y a pas de route derrière,
Il ne reste qu'à aller devant. Miloslav se tut, puis hocha lentement la tête. Il sortit la lettre, vérifia qu'elle était bien là, et la remit à l'abri, comme si c'était un cœur qu'on ne doit pas perdre. Édith leva les yeux vers le ciel à travers les branches. Les étoiles brûlaient toujours. Le monde n'avait pas changé parce qu'elle était devenue une fugitive. Mais en elle, quelque chose s'était déplacé. La fissure apparue cette nuit dans le mur de sa vie ordonnée venait de le fendre tout à fait. Au loin, derrière les arbres, des cris s'entendaient encore. Là-bas, au poste, on savait déjà. On l'appelait déjà prêtresse. On la chercherait. Le matin viendrait, et avec lui viendrait la vraie chasse. Édith se remit debout. Miloslav se leva aussitôt. Elle montra d'un geste l'obscurité devant, là où le marais courait jusqu'aux confins, là où les sentes se mêlaient et vous emmenaient loin des hommes. Elle le savait, s'il passait cette nuit, ensuite ce serait un autre monde. Et pourtant, dans sa poitrine, il n'y avait pas seulement l'envie de survivre. Il y avait cette sensation étrange, presque douloureuse. À côté d'elle, marchait un homme qui ne la regardait pas comme une fonction, mais comme un salut. Ils repartirent. Leurs pas, à présent, étaient plus feutrés, plus proches l'un de l'autre. Miloslav serrait parfois sa main, et chaque fois, c'était si précautionneux, comme s'il demandait la permission à la destinée elle-même. Édith ne répondait pas par des mots. Elle ne lâchait simplement pas. Et quand, au loin, une lueur de torche reparut, non pas derrière eux, mais comme à l'autre bord du bois, Édith comprit. On cherchait ailleurs que là où ils passaient. Pour l'instant, la chance était avec eux. Mais la chance ne dure jamais. La nuit était encore longue. Le marais n'avait pas fini. Et au-delà du marais, quelque part dans le noir, les attendait un matin qu'on ne vivrait plus selon les règles. Quand l'obscurité commença à se défaire, il devint clair que la nuit n'est pas infinie. Elle est seulement rusée. Elle lâche juste assez pour qu'un voyageur se laisse tromper par l'espoir, puis elle resserre autour de lui son froid humide. Édith et Miloslav marchaient sans parler, ménageant leur souffle comme on ménage la dernière chandelle pour qu'elle ne s'épuise pas trop tôt. Derrière eux restaient marais et forêts, et avec eux, le poste où l'alarme avait été donnée. La poursuite ne sonnait plus tout près, pourtant. Elle était devenue pensée, ombre pesant sur la nuque. À l'aube, le marais se retira. La terre sous leurs pas se fit plus sûre, et l'air changea. Ils ne sentaient plus la vase avec la même âpreté, n'entraient plus dans la poitrine comme une lourdeur mouillée. Une odeur d'herbe apparut et de fumée lointaine, comme si, au-delà des collines, des gens vivaient et faisaient bouillir la soupe du matin. Édith le remarqua la première. Elle s'arrêta, leva la tête et sembla écouter, non les sons, mais le monde lui-même. La frontière n'était marquée par aucun poteau, ni chaîne, ni bouclier, ni signe criant « Ici finit la loi du Jarl, là commence celle d'un autre ». On la sentait autrement, comme le courant d'une rivière qui change quand l'eau contourne une pierre, comme un poids familier qui quitte l'air, et même les oiseaux, alors, chantent autrement, comme s'ils n'avaient plus à se retourner. Édith expira et, pour la première fois depuis des heures, laissa ses épaules retomber. Elle ne sourit pas, ne rit pas, ne prononça rien. Pourtant son visage prit cette paix silencieuse qu'ont ceux qui ont traversé le pire et comprennent, d'un coup, qu'ils vivent. Miloslav marchait à côté d'elle, sans se retourner chaque minute comme avant. Il la regardait encore, mais pas pour vérifier si elle allait s'écrouler de fatigue. Il la regardait comme s'il avait besoin de s'assurer qu'elle était vraiment là, avec lui,
qu'elle n'était pas un rêve qui se dissoudrait au lever du jour. Par moments, il essayait de la soutenir d'un murmure, comme s'il craignait d'effaroucher le calme. « Si quelqu'un nous voit maintenant, disait-il, il nous prendra pour des esprits errants, sales, épuisés, avec des têtes de gens qui se sont disputés avec le marais et ont perdu. » Edith aurait voulu répondre par une pointe, mais elle n'avait plus la force des pointes. Elle lui jeta seulement un regard, et dans ce regard, il y avait du nouveau. Rien de l'ordre, rien du poste. Juste le fait qu'il était là et qu'il parlait comme si le monde pouvait encore être léger. Le jour fut gris et bref. Le soleil monta, sans devenir franc, comme s'il hésitait à se montrer après une nuit pareille. Ils suivirent une route rare, marquée de traces de roues, d'empreintes de sabots dans l'argile. Plusieurs fois, des voix montèrent au loin, et Edith les fit quitter le chemin pour les cacher dans les buissons, à l'orée du bois. Elle savait, désormais, il ne fallait plus qu'on les voie. Pas parce qu'ici on les reconnaîtrait à coup sûr, mais parce qu'un regard peut être le commencement d'un récit. Et les récits courent plus vite que les jambes. Vers le soir, ils étaient si épuisés que même la peur se fit plus silencieuse. Elle ne s'en alla pas, non. Elle cessa simplement de régner. Elle devint une compagne de marche qui rappelle parfois sa présence, mais ne serre plus la gorge. Edith sentait une vibration froide dans ses jambes, comme si le gel avait élu domicile dans ses os. Ses doigts n'obéissaient plus, et ses lèvres s'étaient tant desséchées que les mots griffaient de l'intérieur. Quand ils aperçurent un vieux hangar au bord de la route, ce ne fut pas un miracle. Juste du bois, de travers, un toit percé, une porte qui tenait par pur entêtement. Pourtant, à cet instant, ce hangar ressemblait à une forteresse. Il se dressait un peu à l'écart, derrière une butte basse. Un passant aurait pu longer la route sans deviner qu'il y avait des êtres vivants à l'intérieur. Edith poussa la porte de l'épaule. Elle gémit, comme un vieillard à qui le mouvement fait mal. Dedans, ça sentait la poussière, la paille de l'an passé et la demeure des souris. Le sol était inégal. Par endroits, la terre affleurait entre les planches. Mais il y avait l'essentiel. Des murs. Mauvais, pleins de fentes, incapables de tout protéger, mais séparant tout de même du monde ouvert. Miloslav regarda autour de lui et souffla que c'était du luxe. Edith eut un rictus, et ce rictus fut faible. Ils s'installèrent dans l'angle du fond, là où le vent passait moins. Edith s'affaissa sur la paille et sentit d'un coup son corps devenir lourd, comme si toute la nuit elle avait porté, non un manteau, mais une pierre. Elle s'efforçait de tenir, de ne pas montrer combien elle allait mal. Mais lorsque Miloslav alla vers la porte pour écouter dehors, elle céda. Les larmes coulèrent d'elles-mêmes, sans sanglots, sans respiration bruyante. Elles coulèrent simplement, comme une eau retenue trop longtemps derrière un barrage. Elle se couvrit le visage de ses mains pour que cela ne s'entende pas. Mais ses épaules tremblaient quand même. Ce n'était pas la peur. La peur avait été pour la nuit. C'était ce qui vient après, quand on comprend qu'on a survécu, et que tout se relâche si brusquement qu'on ne peut plus se retenir. Miloslav revint et la vit. Il s'arrêta, comme s'il redoutait un pas de travers. Il ne lui dit pas que tout irait bien. Il ne lui demanda pas de se calmer. Il s'assit seulement près d'elle, pas trop proche pour ne pas l'écraser, et posa doucement sa main sur la sienne. Ses doigts étaient rugueux, chauds. Dans ce contact, il n'y avait aucune exigence, seulement un soutien silencieux, comme un feu qui veille à côté. Edith inspira de travers et, sans retirer ses mains de son visage, murmura qu'elle avait passé sa vie à rédiger des ordres sans se demander qui avait raison, qui avait tort. Qu'elle le faisait bien, proprement,
qu'elle en était fière, et que maintenant, elle avait l'impression que, sous son écriture, trop d'innocents avaient pu mourir. Elle ne donnait pas de nom. Les noms seraient venus se coincer dans sa gorge comme un os. Elle dit seulement la chose la plus terrible, qu'elle s'était habituée à ne pas poser de questions. Miloslav se tut longtemps. On aurait dit qu'il choisissait ses mots avec plus de précaution que jamais. Puis il répondit doucement que son rire dans la cellule avait été pour lui un signe, que si elle avait pu sourire, c'est qu'il y avait en elle quelque chose de vivant, qui n'était pas fait de règles. Il le dit sans insister, avec même ce sourire maladroit qui l'avait tant irrité et qui à présent la réchauffait. Alors, conclut-il, je n'ai pas dit ma sottise pour rien. Quand tu as ri, le destin m'a accordé une chance de plus. Edis releva la tête. Ses joues portaient encore les traces des larmes, et elle ne chercha pas à les cacher. Elle le regarda en face et vit qu'il ne savourait pas sa faiblesse. Il la regardait comme on garde quelque chose de fragile. Il faisait froid dans le hangar. La nuit promettait d'être dure. Miloslav se leva et alla chercher de quoi faire un feu. Il trouva quelques échardes sèches dans un coin, un morceau de vieille planche qu'on pouvait émietter au couteau. Dehors, il ramassa une brassée de branches, choisit celle qui, à l'intérieur, était restée plus sèche. Il agissait avec assurance, comme un homme qui a souvent dormi sur les routes. Edis le regarda s'affairer, et il y avait là une paix étrange. Ses mains ne bougeaient pas avec cette hâte des hommes traqués. Elles allaient avec calme, comme s'il faisait cela pour un foyer. Elle se surprit à penser que cette sollicitude simple lui allait. Ni pouvoir, ni négociation, ni parole dangereuse. Seulement un feu, seulement une chaleur qu'on arrache au monde mouillé. Quand la flamme prit enfin, petite et obstinée, Edis la sentit comme un véritable miracle. Elle était faible, mais sa lumière tremblait sur les parois, et le hangar cessa aussitôt d'être mort. Il devint un lieu où l'on peut traverser la nuit. Miloslav s'assit en face, tendit les mains vers la chaleur, et dit qu'à présent, ils étaient officiellement des fugitifs. Edis renifla, et c'était presque un rire. Puis, tout à coup, elle sentit la lourdeur remonter à sa gorge, autrement qu'avant, sans désespoir, avec de la tristesse et de la fatigue. Elle lui demanda où il irait ensuite, pas où ils iraient eux, où lui irait. La question lui échappa, parce qu'au fond d'elle vivait encore cette vieille habitude de séparer les destins, de les classer en le sien et celui des autres. Miloslav la regarda comme si elle n'avait pas à parler ainsi, puis répondit simplement « Chez sa mère ». Il prononça ce mot comme on prononce ce qui vous tient en vie. Il se mit à parler d'elle, et le feu écoutait avec Eidis. D'une petite maison au bord d'une rivière dont le bruit ne s'arrête pas, même l'hiver, quand la glace serre les rives. De sa mère, qui posait toujours un bol de plus, comme si elle avait su qu'un jour, il entrerait sans prévenir, affamé, épuisé. De sa façon de se fâcher et, aussitôt, de s'adoucir. De le gronder pour sa vie vagabonde et, malgré tout, de lui glisser le meilleur morceau. Edis écoutait, et soudain elle ne vit plus Miloslav comme un prisonnier, ni même comme un fuyard. Elle le vit comme un fils, un homme qui avait été aimé, un homme qu'on attend. Et cela fit monter en elle un sentiment étrange, presque douloureux. Elle comprenait qu'une mère, demain, aurait pu le pleurer sans savoir la vérité, et que ce chagrin-là aurait été réel. Réel, comme ce feu. Miloslav sortit la lettre, vérifia qu'elle n'avait pas pris l'eau. Edis regarda la précaution avec laquelle il tenait le feuillet,
Et elle se surprit à imaginer la porte de cette maison. Elle imagina la femme qui attend un fils sans savoir qu'il a déjà frôlé la mort. Elle imagina le regard qu'elle poserait sur Édice. Et le cœur d'Édice se serra, non de peur, mais dans le pressentiment. Elle dit à voix basse que, par elle, il était vivant. Et aussitôt elle comprit qu'elle s'était mal exprimée. Ce n'était pas par elle, c'était par son choix. Mais elle ne savait pas encore parler ainsi. Miloslav secoua la tête. Il dit qu'il vivait non seulement grâce à une décision, mais parce qu'elle avait été capable, elle, de voir en lui un homme. Que si elle ne s'était pas arrêtée cette nuit-là, si elle ne lui avait pas demandé son nom, si elle n'avait pas lu les papiers, il n'y aurait pas eu ce feu, ni ce chemin, ni cette liberté. Il parlait calmement, comme s'il énumérait de simples faits. Et dans ces faits, il y avait une tendresse si nue qu'Édice eut du mal à respirer. Elle détourna le regard pour cacher le tremblement dans ses yeux. Puis, elle murmura qu'elle ne savait pas ce qui viendrait, que désormais, elle n'avait plus de maison, qu'on la chercherait. Miloslav répondit qu'elle avait une route, et qu'une route est parfois plus honnête qu'une maison, quand la maison est bâtie sur le sang des autres. Il le dit sans emphase, simplement, comme un homme qui a compris ceci. S'il y a un pas devant, il y a de la vie. Ils se turent longtemps, écoutant le feu craquer. Par instants, le vent effleurait le hangar et les planches zaignaient doucement. Édice sentait la fatigue l'entraîner vers le bas, mais le sommeil ne venait pas tout de suite. Il y avait trop de vivant en elle. Miloslav retira sa veste et la lui tendit pour qu'elle s'en couvre. Édice voulut refuser, mais il n'insista pas avec des mots. Il la posa simplement près d'elle. Elle la prit, s'en enveloppa, et il y eut là une chaleur qui ne touchait pas seulement le corps. Pour la première fois de sa vie, elle acceptait une attention sans ordre et sans devoir. Puis elle dit soudain qu'elle avait peur. Pas de la poursuite. Peur que, s'ils atteignaient sa mère, celle-ci ne voie en Édice non une sauveuse, mais un malheur. Peur que son nom apporte le danger jusque dans cette maison. Miloslav répondit doucement que sa mère savait distinguer le malheur de l'être humain. Et que si elle posait une écuelle de plus, c'est qu'il y avait toujours en elle une place pour celui qui arrive. Édice l'écoutait et sentait grandir en elle quelque chose de neuf, qui ne ressemblait pas à l'ancienne vie. Elle réapprenait à vivre, non par ordre, mais par ce cœur qui se révélait plus entêté que les règles. La nuit s'approfondissait, le feu baissa sans s'éteindre. Miloslav ajouta quelques branches, et la flamme se ranima comme une petite bête. Édice le regarda, et, sans prévenir, elle se demanda quel mari il aurait été, si sa vie avait été tranquille. Comment il aurait raconté des histoires au coin du foyer, comment il aurait ri de lui-même, comment il aurait apporté dans une maison une chaleur qui ne vient pas seulement du feu. La pensée arriva sans honte, doucement, et demeura en elle comme un recoin tiède. Miloslav surprit son regard et s'immobilisa, comme s'il avait compris. Il ne dit rien. Il se contenta de se rapprocher un peu de la flamme, et son épaule se trouva près de la sienne. Sans toucher. Presque. Édice sentit cette distance et comprit soudain qu'elle comptait plus qu'un contact. Il y avait là une promesse qui n'avait pas encore été prononcée. Au dehors, très loin, un oiseau de nuit lança son cri. Édice tressaillit, et Miloslav dit à voix basse qu'il partirait avant l'aube, pour ne pas croiser les gens sur la route. Il parlait du lendemain comme s'il leur appartenait déjà. Édice ferma les yeux, et pour la première fois depuis longtemps,
se permit d'imaginer l'avenir, non comme un papier scellé, mais comme un chemin qu'on choisit. Cette pensée lui donna une force qui l'allégea. Le feu crépitait, le vent murmurait derrière les murs, et la liberté, encore neuve, s'assit près d'eux, dans le hangar sombre, comme un troisième compagnon, silencieux. Mais sous ce calme récent, une question croissait déjà, impossible à éviter. Que se passerait-il lorsqu'ils arriveraient vraiment chez sa mère? Lorsque le passé tenterait de les rattraper, non plus par des cris, mais par des traces sur la terre. Les routes finirent par les mener vers un endroit où le bruit ne cessait même la nuit. Ils n'y allèrent pas d'emblée. Ils contournèrent les sentes les plus fréquentées, se cachèrent dans les bas-fonds, attendirent que passent des convois. Mais la faim et l'épuisement ne laissaient plus le choix. Trop longtemps ils avaient vécu de croûtes trouvées et d'eau de ruisseau. Trop longtemps ils avaient écouté le silence de la forêt, qui d'abord sauve, puis finit par oppresser. Le bourg surgit presque d'un coup, comme si on l'avait bâti au carrefour des destins d'autrui. Les maisons s'y pressaient les unes contre les autres. Les toits, de couleurs et de hauteurs différentes, faisaient un chaos de lignes. Les murs étaient tantôt de pierre, tantôt de bois, comme si chacun avait construit avec ce qu'il avait réussi à arracher au monde. Aux lisières, des clôtures couraient. Derrière, les vaches meuglaient, les porcs couinaient, et par-dessus tout, flottait une odeur de fumée, de poisson, de laine mouillée et d'épices venues de loin, vendues grain par grain. On parlait fort, on se disputait sans gêne, et les jurons se mêlaient au rire aussi naturellement que, sur une place de marché, se mêlent les langues. Edis resta près de Miloslav, sans se coller à lui. Elle n'était pas encore habituée à pouvoir marcher librement, sans attendre un ordre, sans sentir derrière elle le chef du poste. La liberté donne de l'espace, et l'espace fait peur. Elle surprenait des regards. Des inconnus les détaillaient, comme on détaille des vagabonds sans clan, sans but clair. Un regard de ce genre peut devenir dangereux, si l'on devine qu'il y a sur eux quelque chose à prendre. Miloslav avançait avec plus d'assurance. Il souriait rarement, mais son visage portait moins de cette fatigue de pierre qui s'incruste dans les cellules. Il restait un étranger, trop maigre, trop éprouvé, mais on lui revenait déjà l'habitude de remarquer les gens, d'entendre les paroles, de saisir le sens dans le tumulte. Ils demandèrent le chemin de l'ancien, parce qu'ils savaient, sans son mot, on ne demeure pas longtemps dans un endroit pareil. On les conduisit à travers la place où l'on vendait outils et nourriture, où des femmes se querellaient pour le prix du sel, où des garçons portaient des paniers tout en lançant des regards furtifs vers les bourses étrangères. La maison de l'ancien se dressait sur une petite hauteur, un peu à l'écart, comme s'il ne voulait pas vivre au cœur du vacarme tout en le gardant à portée de main. L'ancien était un homme aux yeux lourds, au dos tranquille. Il était assis près d'une table où s'étalaient des tablettes entaillées et quelques rouleaux de papier. Une chope était là, une odeur de tisane emplissait la pièce. Au mur pendait un trousseau de seaux, grossiers et variés, comme si on les avait apportés de nombreux horizons. Il regarda longuement Edis et Miloslav, sans se presser. Il n'y avait pas de menace ouverte dans ce regard, mais il y avait l'habitude de voir les gens à travers, et de ne pas croire le premier mot. Il leur demanda d'où ils venaient. Edis ne répondit pas tout de suite. Elle sentit soudain qu'elle ne pouvait pas dire la vérité, et qu'un mensonge devait être prononcé de façon à devenir croyable. Elle dit qu'il venait de la route, qu'il cherchait du travail et un endroit où vivre en paix, sans se mêler des querelles des autres. Elle dit qu'elle savait écrire, tenir des comptes, rédiger des lettres et des accords, manier les sceaux sans se tromper, et qu'elle ne confondait pas les noms. Les mots étaient simples, mais elle les posa avec assurance, parce que c'était sa vérité, une vérité sans danger, qui ne parlait pas de fuite.
L'ancien reporta son regard sur Miloslav. Celui-ci ajouta qu'il connaissait des langues, qu'il savait traduire de sorte que les hommes ne se jettent pas sur leur couteau à cause d'un mot mal pris. Il ne raconta pas comment, un jour, sa probité l'avait mené à la corde. Il ne dit que ce qui pouvait être utile ici, là où, chaque jour, les disputes mêlaient des paroles venues d'ailleurs. L'ancien tapota la table du bout des doigts et déclara qu'au bourg, on ne manquait pas de bras pour tenir un marteau, mais qu'on manquait d'hommes capables de tenir une parole. Il prévint qu'on tolère les étrangers jusqu'à la première catastrophe. Mais s'ils travaillaient et n'apportaient pas au seuil du sang de trop, on leur donnerait un coin et du pain. Pas gratuitement, bien sûr, mais honnêtement. Edis et Miloslav s'inclinèrent comme il se doit. Ils sortirent dans la rue bruyante, et Edis sentit la tension dans sa poitrine se desserrer un peu. Non que le danger se fût dissipé, seulement un fil s'était tendu devant eux, un fil mince, fragile, un semblant de chance. On leur attribua une petite alcôve chez une veuve qui tenait une maison de passage pour ceux qui n'avaient pas les moyens d'une chambre à eux. Cela sentait le bois mouillé et la bouillie. Les cloisons étaient si fines qu'on entendait, la nuit, quelqu'un tousser derrière. Mais il y avait un toit, une porte qu'on pouvait barrer de l'intérieur. Les premières nuits, Edis se réveillait pourtant au moindre bruit, et s'imaginait la porte qui vole, les hommes du jarle qui entrent, Miloslav qu'on saisit et elle qu'on traîne après. Puis le matin venait, ordinaire. Et chaque jour nouveau, sans éclat, lui réapprenait à respirer. Le travail se trouva vite. On apportait des demandes et des plaintes, des dettes et des promesses, des querelles de terre et de marchandises. L'un voulait écrire à son fils parti au loin, l'autre demandait un contrat de mariage. Un troisième craignait d'être trompé sur un prix et exigeait un papier scellé pour qu'on ne se rétracte pas ensuite. Edis s'asseyait à la table et sa main retrouvait son assurance. La plume glissait, l'encre se posait nette. Sauf que désormais, quand elle écrivait, elle ne voyait plus des mots abstraits. Elle voyait les visages en face d'elle. Et cela changeait tout. Elle se surprenait à choisir des formules plus douces, plus justes, pour lier les gens, au lieu de leur cogner la tête l'un contre l'autre. Autrefois, elle exécutait sans penser. À présent, elle pensait à chaque mot comme s'il pouvait devenir un pont ou une lame. Et chose étrange, les gens la remerciaient, non comme une employée, mais comme quelqu'un qui aide. Ils repartaient soulagés, parfois avec un sourire, et Edis ne savait pas recevoir une gratitude pareille. Elle était faite à la nécessité froide, pas à la reconnaissance tiède. Miloslav, lui non plus, ne resta pas inactif. Il écoutait les disputes sur la place, attrapait les mots étrangers au vol, traduisait pour l'un, puis pour l'autre. Parfois, il intervenait quand il sentait deux marchands prêts à en venir aux mains parce que l'un avait mal compris l'autre. Il trouvait des explications simples, plaisantait même, et l'air se désamorçait. Edis l'observait de loin et le voyait revenir à la vie. Ici, là où les langues se mêlent, son don était nécessaire. Et cela faisait de lui non une victime, mais un appui. Le soir, ils regagnaient leur coin. Edis se lavait les mains, frottant l'encre, et riait en constatant que les taches lui avaient mordu la peau comme, jadis, le froid du service lui avait mordu l'âme. Miloslav rapportait du pain, parfois un morceau de poisson, parfois une pomme quand il parvenait à l'échanger. Ils mangeaient en silence. Leur fatigue était bonne, juste, non celle qui brise, celle qui construit. Peu à peu, des habitudes naquirent entre eux, calmes et limpides. Edis posait toujours la chandelle de façon que la lumière tombe droit sur le papier. Miloslav, sans y penser, rapprochait sa chope pour qu'elle n'ait pas à tendre le bras et perdre le fil. D'abord, elle fit semblant de ne rien voir. Puis elle cessa de cacher sa gratitude.
Il se penchait parfois sur ce qu'elle écrivait et discutait avec elle d'un mot, d'une tournure, parce qu'il sentait les langues autrement. Il la reprenait avec un sérieux comique, comme si rien n'était plus important. Edith s'irritait, puis se mettait à rire, lui lançait qu'il était insupportable. Il répondait qu'on n'a pas le choix. Ce sont les mots qui sauvent les hommes de leurs propres bêtises. Alors, elle s'apercevait qu'elle aimait sa vivacité, son incapacité à se taire quand une parole peut détourner le malheur, sa probité entêtée, celle qui lui avait brûlé les joues dans la cellule et qui maintenant lui brûlait le cœur. Elle se surprenait à attendre le soir non pour dormir, mais pour entendre à nouveau sa voix près d'elle, dans la petite chambre où il n'avait plus besoin de jouer des rôles. Mais avec cette vie neuve grandissait autre chose, une inquiétude fine, comme un fil sous la peau. Il n'avait pas oublié vers où il devait aller. La maison de sa mère restait devant, à la fois but et promesse. Et plus il prenait racine ici, plus Eidis craignait de s'habituer, de se dire « on peut rester, on peut se cacher », vivre comme si le passé n'existait pas. Mais le passé suit toujours. Pas seulement sous forme de poursuite, sous forme de questions qui n'abandonnent pas. Un soir, tandis que la place grondait dehors et que le vent apportait l'odeur du poisson grillé, Miloslav resta longtemps penché sur un morceau de papier. Il roulait la plume entre ses doigts comme un homme tient une arme qu'il ne sait pas manier. Il avait honte de son écriture. Eidis l'avait vu plusieurs fois commencer, s'interrompre, comme si les mots refusaient de lui obéir. Elle n'intervint pas, ne demanda rien, attendit. Enfin, il lui tendit la feuille. Ses mains tremblaient comme s'il se tenait de nouveau derrière la grille de la cellule. « J'ai écrit à ma mère, dit-il. Sans toi, elle aurait reçu la nouvelle de ma mort. » Eidis prit le papier. L'écriture était mal assurée, mais il y avait là une sincérité qui lui fit mal, là, sous les côtes. Il disait qu'il vivait, qu'il serait bientôt à la maison, qu'un être humain marchait à ses côtés, quelqu'un qui l'avait sauvé, et que sa mère ne devait pas avoir peur. Il n'avait pas cherché les belles phrases, il écrivait avec cette simplicité qu'ont ceux qui aiment vraiment. Eidis lisait, sentait ses doigts trembler. Elle voulut détourner la tête pour qu'il ne voie pas les larmes, mais elles montèrent quand même. Pas de pitié. De ce que cette lettre contenait, une vie qu'elle avait arrachée à des mains étrangères. Et avec cette vie, elle-même semblait être née une seconde fois. Miloslav la regardait, tendue, comme s'il craignait qu'elle dise « non », que c'est dangereux, qu'il faut attendre. Mais Eidis releva les yeux vers lui et dit qu'il fallait envoyer cette lettre. Elle le dit d'une voix ferme. Et cette fermeté n'avait rien de sa sévérité de fonctionnaire. C'était la décision d'une femme qui ne savait plus vivre autrement. Le lendemain, ils confièrent le pli à un marchand qui partait vers la rivière où vivait le peuple de Miloslav. Le marchand fit d'abord la grimace, ne voulait pas d'un surcroît d'affaires. Mais Miloslav lui parla dans sa langue, trouva les mots justes, et l'autre céda contre un petit paiement. Eidis vit Miloslav suivre des yeux l'homme qui s'éloignait jusqu'à se dissoudre dans la foule. Dans ce regard, il y avait tout à la fois l'espoir, la peur et une attente si tendre, si obstinée, qu'Eidis eut envie de lui prendre la main, là, en pleine rue. Elle ne le fit pas. Mais elle s'approcha, et son épaule effleura la sienne une seconde. Cela suffit. Un peu de temps passa encore, et la vie au bourg commença à sembler presque vraie. Les gens s'habituèrent à Eidis, l'appelèrent par son nom, non plus seulement la scribe. On cessa de la dévisager comme une étrangère. Miloslav souriait plus souvent. Parfois, ils se surprenaient à rire ensemble, comme s'ils s'étaient connus depuis toujours.
Et c'est alors qu'Eidis comprit ce qu'il y avait de plus effrayant et de plus précieux. Jamais plus elle ne retournerait à une vie où l'on décide sans compassion. Ce n'était pas un serment, ni une promesse criée, c'était une vérité basse, qui venait d'entrer dans son sang. Un soir, l'ancien les fit appeler. Il parlait calmement, mais il y avait dans sa voix une tension. Il dit que des rumeurs couraient sur les routes, que, quelque part au nord, on cherchait un fugitif et une femme qui l'avait aidé. Que les descriptions étaient floues, mais qu'il valait mieux ne pas tenter le sort. Il ne parla pas d'expulsion. Il dit seulement que le monde est plein de chemins, et qu'il est parfois bon de repartir avant que le malheur n'entre dans une maison. Eidis le remercia. Miloslav ne dit rien, mais son visage se ferma. Quand ils sortirent, Eidis vit revenir en lui cette ombre qu'ils avaient fuie. Pas la peur de mourir, la peur de perdre ce qu'ils commençaient à bâtir. La nuit, ils restèrent longtemps assis dans leur coin, à la lueur d'une chandelle. Eidis triait des papiers, comme si elle vérifiait que tout était à sa place. Miloslav tournait dans ses doigts une petite planchette de bois où quelqu'un avait gravé un signe de route. Il la faisait rouler sans la regarder. Eidis dit qu'il était temps d'aller chez sa mère. Elle le dit la première, alors qu'elle n'osait pas avant. Et aussitôt, elle sentit sa poitrine s'alléger, comme si elle venait enfin d'avouer tout haut ce qui mûrissait depuis longtemps. Miloslav releva les yeux. Il y avait de la surprise reconnaissante et de l'inquiétude. Il demanda si elle était sûre. Non parce qu'il doutait d'elle, parce qu'il connaissait le prix. Eidis répondit que, s'ils restaient, ils passeraient leur vie à attendre le malheur et à se cacher, et qu'elle ne voulait plus se dissimuler derrière des mots et des sceaux. Elle voulait vivre de façon que ses mains ne tremblent plus de honte. Miloslav lui tendit la main en silence. Elle posa sa paume dans la sienne, et dans ce silence, ils comprirent tous deux, la route continue. Mais ils n'avançaient plus comme un prisonnier et une scribe. Ils avançaient comme deux êtres qui s'étaient choisis. Derrière la cloison, la place grondait. Quelqu'un riait, quelqu'un se disputait. Le bourg vivait sa vie, ignorant que, dans un petit recoin, deux fugitifs nouaient dans un baluchon non seulement quelques affaires, mais leur avenir. Et quelque part, loin, près de la rivière, une femme qui pose une écuelle de plus ne savait pas encore qu'une lettre marchait vers sa maison. Et, derrière la lettre, des pas capables de changer tout le reste. Le chemin vers la mer de Miloslav n'était pas droit. Tantôt il longeait la rivière, tantôt il se perdait dans des bandes de forêt, puis reparaissait au grand jour, dans des espaces ouverts où le vent circulait librement, sans demander qui l'on est, ni d'où l'on vient. Plus ils approchaient, plus Miloslav se taisait. Non qu'il s'assombrit, il se repliait simplement sur lui-même, comme un homme qui porte de l'eau entre ses mains et craint d'en perdre une goutte. Eidis marchait à son côté, et elle avait l'impression d'entendre, au-delà des pas sur la terre, le bruit de ses pensées. Elle ne posait pas de questions inutiles. Il existe des sentiments qui n'aiment pas les mots de trop. Ils demandent de l'espace, du silence, du temps. Vers le soir, la rivière s'élargit. L'eau y brillait d'un gris froid, et des buissons bas frangeaient les berges. Au loin, on distinguait des toits, rares, comme si les maisons se cachaient les unes des autres, jalouses de leur intimité. Ce n'était pas un grand village, plutôt une chaîne de fermes dispersées le long du courant. On y vivait comme on a toujours vécu, sans fracas, sans hâte, attaché à la terre et à l'eau.
Miloslav s'arrêta sur une butte d'où l'on voyait le sentier menant à l'une des maisons. Il regarda longtemps, et le cœur d'Eidis se serra. Elle comprit qu'il avait peur. Pas la peur de la cellule, pas celle du marais, une autre. La peur qu'au-delà de cette porte, il n'y ait que du vide. Que l'écuelle de trop ait attendu trop longtemps et soit devenu un signe de perte. Eidis s'approcha sans le toucher. Sa présence posait une question. Y aller? Miloslav expira doucement, comme s'il venait de se décider enfin, et fit un pas. Elle marcha avec lui. La maison se tenait au bord d'un petit jardin où, même tard en saison, des herbes pendaient encore sur de fines cordelettes. Sous l'auvent, des bottes séchaient. Cela sentait l'armoise, la menthe, quelque chose d'amer et de chaud. La cour était propre, tassée sous les pas. Contre le mur, du bois était empilé avec soin, comme si la maîtresse du lieu ne supportait pas le désordre. De la cheminée montait une fumée régulière, tranquille, et cette fumée parut à Eidis le signe le plus sûr de la vie. Une lumière brûlait derrière la vitre. Pas une clarté de fête, une lueur domestique, ordinaire, qui veille jusqu'au soir tant que la maison n'a pas fini son ouvrage. Eidis vit Miloslav ralentir, une seconde. Sa main sembla vouloir chercher la sienne. Il n'osa pas. Puis, pourtant, il la prit doucement, et ce geste ressemblait moins à une demande d'aide qu'à un aveu. Ce pas-là, il ne pouvait pas le faire seul. Ils arrivèrent à la porte. Miloslav leva le poing pour frapper et resta suspendu. Dans ce mouvement, il y avait des années de route, des peurs, des espoirs, et cette culpabilité d'avoir fait attendre sa mère. Puis il frappa. D'abord, rien. Puis des pas se firent entendre, lents, comme ceux d'un être qui ne marche pas par frayeur, mais par habitude. La porte s'entr'ouvrit et une femme apparut. Petite, solide, les cheveux gris rassemblés simplement. Son visage était fripé, mais ses yeux restaient vifs, attentifs. Les yeux de ceux qui ont attendu longtemps sans se permettre de devenir aveugles de désespoir. Elle regarda Miloslav et, un instant, tout s'arrêta. Comme si même l'air avait cessé de bouger. Ses lèvres tremblèrent. Pourtant, elle ne dit rien, tout de suite, comme si sa voix risquait de briser l'apparition. Miloslav fit un pas. « Maman » articula-t-il, et sa voix se fondit, devint râpeuse. « Je suis revenu. » Elle ne répondit pas immédiatement. Elle le fixait comme si elle voulait mémoriser chaque trait, s'assurer qu'il était réel, qu'elle ne rêvait pas. Puis son regard tomba sur Eidis, sur son visage, sur la saleté que le temps n'avait pas entièrement effacée, sur la fatigue, sur la façon dont elle se tenait là, près du fils, et lui tenait la main. Dans les yeux de la mère passa l'étonnement. Rien de hostile, plutôt un choc, comme si elle voyait ce qu'elle n'avait pas prévu et ne savait comment le recevoir. Puis elle ouvrit plus grand. Et ce geste était une décision qui n'avait pas besoin de mots. « Entrez », dit-elle doucement. À l'intérieur, cela sentait le pain, tiède, récent, réveillant la faim même chez ceux qui en mangeaient. Cela sentait la fumée de l'âtre, les herbes séchées, le lait. Le plafond était bas et la maison en paraissait encore plus chaude. Sur la table, des bols étaient déjà posés, simples, d'argile, et parmi eux, Eidis remarqua tout de suite celui de trop, un peu à l'écart, comme réservé à celui qui peut arriver sans prévenir. La mère suivit le regard d'Eidis et détourna les yeux une seconde, comme surprise dans quelque chose de trop intime. Puis elle prit un autre bol et le posa à côté. Un geste ordinaire, comme on en fait tous les jours. Et pourtant, dans cet ordinaire,
Il y avait une acceptation impossible à feindre. Eidis resta debout, sans savoir que faire de ses mains. Elle était habituée à entrer dans les maisons pour une affaire, avec des papiers, un sceau, le visage qu'il faut. Ici, il n'y avait pas de sceau, il y avait un cœur, et il battait dans sa gorge. Miloslav fit un pas vers sa mère, et elle craqua enfin. Comme arrachée au sol, elle l'enveloppa de ses bras, le serra contre elle si fort qu'Eidis entendit le souffle de Miloslav se briser. Elle le tenait à deux mains, comme si, en le lâchant, elle risquait de le perdre à nouveau. Ses épaules tremblaient. Elle ne pleurait pas bruyamment, mais les larmes coulaient tout de même, sans honte. « Vivant », murmurait-elle, comme un charme. « Vivant ». Miloslav restait contre elle, et il n'y avait plus en lui ni plaisanterie, ni légèreté. Il était seulement un fils, épuisé, sauvé, rentré. Quand ils se séparèrent, la mère le regarda encore, puis posa ses yeux sur Eidis. Elle s'approcha. Eidis sentit monter en elle une tension, comme si elle attendait un jugement. Mais il n'y avait pas de jugement dans ce regard, seulement l'envie de comprendre. La mère leva ses mains, des mains rudes, travaillées, chaudes, et prit le visage d'Eidis entre ses paumes. Elle lui serra doucement les joues, comme on retient de l'eau dans ses mains pour qu'elle ne s'échappe pas. Elle observa longtemps, avec attention, comme si elle lisait non un visage, mais la route entière qu'Eidis avait traversée. « Merci, ma fille, dit-elle enfin, si bas qu'Eidis en perdit le souffle. Merci de m'avoir rendu mon fils. Ma fille frappa plus fort que n'importe quel ordre. Eidis sentit sa poitrine se contracter et s'ouvrir en même temps. On ne l'avait jamais appelée ainsi. On l'appelait par sa charge, par son devoir, par sa place. Et voilà qu'on la nommait, comme si elle appartenait à cette maison. Comme si l'on voyait en elle non une fugitive, non une scribe, mais un être humain qu'on peut accueillir. Eidis ne put répondre tout de suite. Elle se contenta de hocher la tête et baissa les yeux pour cacher les larmes venues d'un coup. Ils s'assirent à table. La mère servit de la soupe épaisse, posa du pain, du miel, du lait. La nourriture était simple, mais après la route, elle avait l'air d'un trésor. Miloslav mangeait peu, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'on puisse s'asseoir ainsi, au calme. Il ne cessait de regarder sa mère, comme pour s'assurer qu'elle ne s'effaçait pas. Elle aussi le guettait sans arrêt, comme si ses yeux refusaient de le lâcher. Puis Miloslav se mit à raconter. D'abord d'une voix mal assurée, avec des pauses, comme si les mots ne trouvaient pas la place de passer. Il parla de la cellule, de cette nuit-là, de la dernière minute avant la fuite, des marais, et de la façon dont Eidis l'avait conduit là où même les chiens hésitent à entrer. Il ne se posa pas en héros. Il dit les choses telles qu'elles étaient, parfois drôles, parfois terriblement simples. Et plus il avançait, plus cela devenait clair. Il ne croyait pas encore qu'il était assis ici. La mère écoutait, hochait la tête, portait par instants la main à sa poitrine, se signait, comme si elle cherchait à les couvrir tous d'une protection. C'était une de ces femmes qui croient aux anciennes forces et aux nouvelles, parce que la vie leur a appris qu'une prière de plus ne fait jamais de mal. Parfois, elle regardait Eidis, comme pour s'assurer encore que la jeune femme n'était pas là par hasard. Et chaque fois, son regard s'adoucissait. Quand Miloslav dit que le Jarl avait besoin d'un coupable et qu'on avait voulu le tuer non pour un crime, mais par commodité, la mère expira doucement. Une colère s'alluma dans ses yeux, une colère sans poison. La colère d'une mère qui maudit l'injustice, mais refuse de se dessécher en vengeance. Elle serra seulement la main de son fils plus fort. Puis elle lâcha une phrase étrange, comme sortie du cœur plutôt que de la tête. Alors c'est donc vrai. Parfois les dieux envoient des anges, non avec des ailes,
mais avec les clés des prisons des autres. Edis tressaillit, parce que les clés, un instant, répondirent dans sa paume comme un souvenir. Elle revit le froid du fer, le déclic, sa peur. Elle eut envie de dire qu'elle n'était pas un ange, qu'elle n'avait pas agi par sainteté, seulement parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Mais elle se tut. Parfois, il vaut mieux recevoir la gratitude sans la contredire, pour ne pas blesser celui qui l'offre avec un cœur limpide. Plus tard, la mère débarrassa la table et leur prépara une couche près de l'âtre. La maison était petite, mais elle y trouva de la place. Elle se déplaçait doucement, comme une maîtresse de maison capable de faire du confort avec la pauvreté. Lorsqu'elle disparut enfin derrière un rideau pour se coucher, il ne resta plus dans la pièce que le crépitement du feu et le murmure lointain de la rivière. Edis s'assit près de l'âtre, sentant la chaleur atteindre ses os. Elle ne croyait toujours pas, tout à fait, qu'ils étaient là. Et en même temps, elle avait peur d'y croire, parce que croire rend vulnérable. Miloslav s'assit à côté d'elle. Il garda longtemps le silence, comme s'il cherchait du courage. Puis, il prit sa main et mêla ses doigts aux siens. Il le faisait avec la même précaution que toujours, comme s'il demandait encore la permission. Edis ne retira pas sa main. Elle se sentait en paix. « Je n'ai jamais su parler joliment », commença Miloslav, et il eut un petit sourire, comme s'il s'excusait d'être lui. « Tu sais, mais je veux te dire, si j'avais 100 vies, dans chacune, je te chercherais. » Edis sentit l'air lui manquer. Elle tourna la tête vers lui. Il n'y avait aucun jeu dans ses yeux. Seulement la fatigue et la vérité. Une vérité si simple qu'elle donnait envie de pleurer et de rire à la fois. « Parce que tu ne m'as pas seulement sauvé, » continua-t-il, « qui m'a montré que le monde n'est pas fait que de cruauté. Il est aussi fait de miséricorde. Et cette miséricorde a ton visage. » Edis essaya de répondre, mais les mots ne vinrent pas. Toute sa vie, elle avait su écrire avec une précision tranquille. Dire maintenant était plus difficile que rédiger le plus complexe des accords. Elle se contenta de se rapprocher et posa sa tête sur son épaule. Dans ce geste, il y avait davantage que dans un discours. Elle sentait sa chaleur, sa respiration, et comprenait qu'enfin, elle se trouvait là où elle devait être. Non par ordre, par le cœur. Ils restèrent ainsi longtemps. Le feu baissait peu à peu, mais la maison gardait la chaleur des murs, du pain et de la présence d'êtres qui n'ont pas peur l'un de l'autre. Edis écoutait la rivière dehors, et pour la première fois depuis longtemps, elle n'attendait pas qu'on entre en trombe en exigeant son nom. Au matin, la mère se leva avant eux. Dans la maison, l'odeur de pâte, de miel, de lait revint. Elle cuisinait des galettes, et le bruit de ses pas avait quelque chose de si familier qu'on aurait cru qu'il vivait là depuis toujours. Quand Edis sortit de derrière le rideau, la vieille femme lui sourit comme à une personne connue de longue date, comme si elle l'avait déjà accueilli en rêve et ne faisait à présent que le confirmer à l'éveil. « Restez, » dit-elle simplement. « Ici, c'est votre maison. Ici, personne ne vous trouvera. Et ici, vous pourrez vivre comme vous l'entendez. » Edis demeura immobile. Ce n'était pas une invitation pour une nuit, ni une aumône à des fuyards. C'était une place, une vraie place, humaine. Quelque chose qu'Edis n'avait jamais eu, même lorsqu'elle avait un toit au poste. Là-bas, c'était le service qui la tenait. Ici, c'était la chaleur. Elle regarda Miloslav. Il se tenait près d'elle, l'espoir mêlé de prudence dans les yeux. Il ne voulait pas la pousser. Il attendait sa décision comme, jadis, au bord du marais,
lorsqu'elle avait montré le chemin, en sachant qu'il n'y aurait plus de retour. Eidis inspira profondément, et elle sentit soudain que les peurs qui avaient toujours vécu en elle avaient rapetissé. Elles n'avaient pas disparu, non, mais elles avaient reculé devant quelque chose de plus fort, la gratitude, l'amour, la liberté d'être elle-même. « Nous resterons », dit-elle doucement, mais avec fermeté. Miloslav expira comme s'il avait retenu l'air trop longtemps. La mère hocha la tête, et dans ce signe, il y avait le bonheur calme de celle qui a attendu. Elle posa sur la table une tasse de plus, non plus une tasse en trop, mais une vraie, pour une fille vivante, venue non par le sang, mais par choix. Et lorsqu'ils s'assirent pour le petit déjeuner, la rivière grondait derrière la fenêtre. Le monde poursuivait sa course, et, dans la petite maison près de l'âtre, une vie nouvelle commençait. Pourtant, au fond de la paix même du bonheur, se cachait déjà une pensée fine, capable d'ouvrir une autre histoire. Le passé lâche rarement sans un dernier regard, et si, un jour, un étranger venait sur cette route avec des questions, il leur faudrait encore choisir ce qui compte le plus.